Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mercredi. Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier d'Allemagne. Le social-démocrate va être élu par le Bundestag dans la matinée. Il va prendre ainsi la suite d'Angela Merkel qui tire sa révérence après plus de 15 ans au pouvoir. Le nouveau gouvernement allemand va prêter serment dans l'après-midi et sera rapidement confronté à un défi majeur, la flambée épidémique du Covid-19. Qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport Paris Charles de Gaulle? Ce Saoudien, interpellé avant son embarquement pour Riyad, serait, dit la Turquie, l'un des meurtriers du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de sa présence en France. L'Arabie saoudite parle d'erreur sur la personne. Le mariage pour tous adopté au Chili, après avoir passé le Sénat, le projet de loi doit être encore ratifié et promulgué par Sebastián Piñera avant la fin de son mandat, et ce en pleine période d'entre-deux tours de la présidentielle. Le 19 décembre, les Chiliens devront choisir entre un candidat de gauche progressiste et un candidat d'extrême droite qui promet déjà de revenir sur cette nouvelle loi. Dans ce journal, je vous emmènerai rencontrer un jeune entrepreneur centrafricain qui rêve de voir son pays atteindre l'autonomie alimentaire grâce à une production nationale de manioc. Reportage à suivre de Clément Diroma. Et puis notre grand format, il nous emmène aujourd'hui à Bruxelles à la visite d'un quartier mal aimé qui dit beaucoup sans doute du rapport des Européens à leurs institutions, celui qui accueille les fonctionnaires de l'Union. Vous verrez que les habitants de ce quartier bruxellois tentent de lui redonner vie. Et fait surprenant, la pandémie pourrait les y aider. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 9h50. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. L'Allemagne tourne donc en ce moment une page de son histoire, une page politique. Après 16 ans au poste de chancelière, Angela Merkel achève son mandat. Aujourd'hui, dans les heures qui arrivent, Olaf Scholz va lui succéder. Le social-démocrate va être élu chancelier par le Bundestag dans la matinée. C'est une formalité. Suivra une cérémonie de passation de pouvoir et la prestation de serment du gouvernement. Une équipe paritaire, c'est inédit, dont l'un des défis sera de faire face à la crise sanitaire liée au Covid. Julien Gall. Le premier défi d'Olaf Scholz, c'est celui du climat. La nouvelle coalition fixe désormais la sortie du charbon à 2030 et non plus 2038. L'Allemagne entend réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2045. Pour incarner ce programme environnemental ambitieux, le nouveau chancelier a nommé l'écologiste Robert Habeck à la tête d'un super ministère qui alliera économie et écologie avec un budget inédit supérieur à 10 milliards d'euros. Il est important pour nous de développer une stratégie de modernisation industrielle en abordant tous les problèmes liés au changement climatique. De nombreux investissements en matière d'énergie donc, et dans le même temps, un objectif de rigueur budgétaire incarné par le chef de file du Parti libéral, Christian Lindner. Olaf Scholz devra donc maintenir la cohésion entre les deux hommes en alliant réduction de la dette et enjeux climatiques. Ces défis devront être relevés sur fond de pandémie. L'ex-maire d'Hambourg doit faire face à un défi de taille, la flambée de l'épidémie de coronavirus en Allemagne. La nouvelle équipe gouvernementale a accepté l'idée d'une obligation de vaccination qui pourrait être votée dès cette semaine avec une entrée en vigueur début 2022. Enfin, autre ambition affichée par le gouvernement, l'Europe. Le contrat de coalition plaide pour un État fédéral européen. Berlin veut aussi relancer le dialogue franco-allemand. Comme de nombreux chanceliers avant lui, Olaf Scholz se rendra en France pour sa première visite officielle à l'étranger. Il rencontrera ce vendredi Emmanuel Macron à Paris. Pendant la campagne qui l'a vu gagner, Olaf Scholz s'est présenté en héritier d'Angela Merkel, lui qui n'est pourtant pas issu du même parti politique. Il va donc, ce qui va arriver, c'est un changement dans la continuité, c'est ce que nous dit depuis Berlin Anne Maillet.
Pour les Allemands, Olaf Scholz est tout sauf un inconnu. Le social-démocrate qui est âgé de 63 ans a commencé sa carrière en politique à la fin des années 1990. Son mentor en politique n'est autre que l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Olaf Scholz a été ministre du Travail de la première grande coalition entre les sociodémocrates et la CDU d'Angela Merkel. Il a été également ministre des Finances et vice-chancelier d'Angela Merkel dans le gouvernement sortant. C'est donc un poids lourd de la politique allemande qui rassure par son expérience et qui a réussi effectivement à se présenter tout au long de sa campagne électorale comme le successeur naturel d'Angela Merkel, dans le sens où il incarne lui aussi une certaine stabilité. Et puis, comme la chancelière sortante, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un adepte des discours passionnés. Mais à la différence d'Angela Merkel, qui n'a pas lancé de réformes majeures pendant ses 16 ans au pouvoir, Olaf Scholz promet, lui, je vous le disais, de nombreux changements à l'Allemagne, notamment en ce qui concerne la protection du climat. Ces 4 prochaines années montreront si cette coalition feu tricolore en est effectivement capable. Plus de 3 ans après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, l'assassinat plutôt au consulat saoudien de Turquie, l'un de ces assassins présumés a peut-être été arrêté il y a quelques heures en France. En tout cas, hier mardi, un homme présentant le passeport d'un suspect recherché par la Turquie a tenté de rejoindre Riyad au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il a été interpellé. L'Arabie saoudite, elle, parle d'erreur sur la personne. Alice Broga. L'arrestation a eu lieu mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Il s'appellerait Khalid Al-Otaibi. On le soupçonne d'être membre du commando venu de Riyad qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille. Mais l'ambassade d'Arabie saoudite à Paris affirme qu'il s'agit d'une erreur d'identité et demande sa libération dans un communiqué diffusé sur Twitter. Un mandat d'arrêt international contre cet homme et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de cette arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad, une visite critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. Voilà, effectivement, c'était rappelé à l'instant. Cette arrestation hier à Paris intervient 4 jours après la visite d'Emmanuel Macron auprès de celui qui est accusé, notamment par les services secrets américains, d'être le commanditaire de cet assassinat, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Écoutez l'analyse, le décryptage d'Armel Charrier. C'est la poignée de main, en fait, qui va faire parler, parce qu'Emmanuel Macron était déjà un peu critiqué avant son voyage dans le Golfe pour faire cet arrêt en Arabie saoudite et aller serrer la main de Mohammed Ben Salman. Le président français s'en est défendu en expliquant qu'il allait parler des droits de l'homme et donc défendre aussi le point de vue de la France sur tous les dossiers. Et puis, après tout, son geste est très classique. J'allais dire 3 ans après, un président en exercice va saluer l'autre homme fort d'un pouvoir d'un pays. Ça fait partie du pragmatisme que l'on met souvent en place avec aussi une dose, évidemment, d'opportunisme. Et ce geste-là, plein d'hommes d'affaires l'ont fait vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Alors, simplement, ce geste, il a eu lieu quelques jours avant cette arrestation. Est-ce que c'est fortuit ?
et donc ensuite l'arrestation a été possible? Ou est-ce qu'au contraire, l'arrestation va rendre caduque cette visite plus normalisante, j'allais dire, de la France à l'Arabie Saoudite? Ça va être toute la question que l'on va suivre. Indiscutablement, le président français doit gérer en ce moment une affaire fort embarrassante. Voilà pour un extrait du décryptage d'Armel Charrier. 2 semaines après la détection des premiers cas d'Omicron, l'OMS se veut rassurante et c'est un changement de ton à 180 degrés selon l'Organisation mondiale de la santé. Finalement, ce variant du Covid-19 ne serait pas forcément plus dangereux que le variant Delta. Il n'y aurait aucune raison non plus, dit l'OMS, de penser que les vaccins ne sont pas efficaces contre lui, même s'il faudra encore plusieurs semaines pour en être tout à fait certain. Écoutez. Je m'attends très franchement à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations. C'est ce que nous devons mesurer et confirmer. Et nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection. Mais je m'attends à avoir une certaine protection. Et c'est pour cela que la vaccination est si importante. C'est la meilleure arme dont nous disposons actuellement. Au Chili, le Sénat vient d'approuver le mariage pour tous. La loi doit encore être ratifiée et promulguée par le président Piñera. Ce sera peut-être l'un de ses derniers gestes de chef d'État avant son départ, car cette adoption intervient en pleine période d'entre-deux tours de la présidentielle. Axel Simon. Les militants du Movil, le principal mouvement en faveur de l'égalité des homosexuels au Chili, peuvent manifester leur joie. Car mardi, le Parlement a voté en faveur du mariage entre personnes de même sexe. Après l'approbation du Sénat, la Chambre des députés s'est prononcée à 82 voix pour le mariage pour tous, 20 contre et 2 abstentions. Jusqu'à présent, les couples homosexuels pouvaient s'unir seulement par un pacte d'union civile en vigueur depuis 2015. Une avancée qui valide un projet de loi déposé en 2017 à l'initiative de la présidente socialiste d'alors, Michelle Bachelet. Ces 4 dernières années, le projet a été constamment combattu par le bloc le plus conservateur de la droite chilienne au pouvoir, mais parallèlement, il a toujours obtenu une majorité de oui à chaque étape du processus législatif, dans un Parlement dominé par l'opposition. Le président conservateur Sebastián Piñera, qui achève son mandat en mars prochain, doit encore promulguer la loi. Elle permettra aussi aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants. On change de continent. Je vous propose à présent de prendre la direction de la Centrafrique à la rencontre d'un entrepreneur qui rêve d'autonomie alimentaire pour son pays. On parle de manioc. C'est l'aliment de base de la cuisine locale, comme dans beaucoup d'autres pays africains. Quand la production a atteint un niveau industriel, par exemple au Nigeria, en Centrafrique, elle est encore insuffisante et surtout vulnérable, notamment aux questions sécuritaires. Reportage Carole Valade et Clément Diroma. Un sol sablonneux, des pluies quotidiennes, des conditions idéales pour faire pousser le manioc dans ce champ situé en périphérie de Bangui. Oui, c'est la parcelle mise en jachère de l'autre côté. Voilà. Nous avons au moins 4 hectares. Okay. Johan est le directeur de l'une des premières exploitations semi-industrielles dans le pays. Mais faute de moyens mécaniques, la récolte se fait encore manuellement. Pour trouver le précieux tubercule, il faut déraciner son arbre. Et voilà, un bébé bien potelé. C'est ça. Un gros bébé. Ouais. De retour en Centrafrique après des études d'agronomie en Chine, le jeune entrepreneur veut aider son pays à atteindre l'autonomie alimentaire. Un défi titanesque. On importe encore le manioc malheureusement. Le besoin aujourd'hui est estimé à 800-900 000 tonnes à l'année. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas encore à produire même pas 400 000 tonnes à l'année. À 2 pas de là, ses employés épluchent, découpent et lavent le manioc avant de le sécher au soleil. On récolte ce qu'on peut travailler le jour et on garde le reste pour demain. Par semaine, on peut donc produire de bonnes quantités, au moins 5 tonnes ou plus. La farine pour la pâte et les feuilles pour la sauce sont ensuite emballées, prêtes à la consommation. Voilà, alors là, nous le vendons sur le marché à 500 francs CFA. Un prix supérieur à celui du marché, mais en produit de meilleure qualité. L'entreprise de Johan a aussi l'ambition de trouver de nouveaux débouchés. C'est un verra. Comme transformer les épluchures en aliments pour le bétail. Comme le manioc est riche en énergie, on préfère mieux le manioc que le maïs. Parce que le maïs ici, c'est cher. Ça les nourrit bien et puis ça les grossit. Comme vous voyez, ils sont bien gras là. Sur le continent, le manioc est l'aliment le moins cher et le plus facile à produire.
Sa production intensive pourrait permettre de pallier le risque de famine en Centrafrique. Bientôt 10h moins le quart ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, en Allemagne, Olaf Scholz s'apprête à devenir le nouveau chancelier. Le social-démocrate va être élu ce matin par le Bundestag. Le vote est une formalité. Il va prendre la suite d'Angela Merkel qui tire sa révérence après plus de 15 ans au pouvoir. Le nouveau gouvernement allemand va prêter serment dans l'après-midi. Qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, un Saoudien interpellé avant son embarquement pour Riyad, qui serait, selon la Turquie, l'un des meurtriers présumés du journaliste Ramal Khashoggi en 2018. On sait peu de choses sur les raisons de sa présence en France. L'Arabie saoudite parle d'une tromperie sur la personne.